Bonjour à tous. Maintenant que nous avons terminé avec le premier examen sur l'univers vivant, qui regroupait toutes les notions par rapport à la nutrition, c'est-à-dire tous les différents systèmes qui sont liés, système digestif, l'alimentation, système respiratoire, système circulatoire, système lymphatique et système excréteur, ben là maintenant on est rendu à aller vers le système nerveux. Mais avant de faire ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une pause avec le système ou plutôt avec l'univers vivant. Et nous allons aller maintenant dans l'univers qui se trouve être l'univers technologique. Fait que donc, si on regarde dans votre cahier, vous allez retrouver ça à partir de la page 255. Fait que donc, si on regarde page 256 à aller à 258, vous allez retrouver un rappel de ce que vous connaissez déjà en lien avec l'univers technologique. Et pour le contenu d'aujourd'hui, en fait, ça débute à la page 260. Puis le travail qui va être à faire en lien avec ça, ça va être les pages 266 à 267. Évidemment, c'est du travail qui devrait se faire en classe et cette capsule devrait être vue à la maison. Fait que sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec notre univers notre univers technologique. Maintenant, la meilleure introduction que je peux vous faire en lien avec l'univers technologique et la conception technologique et ce qui s'y rapporte, ben, c'est d'aller voir sur le site du CDP. Si vous tapez CDP sur Google, vous allez arriver sur un site qui s'appelle le Centre de développement pédagogique et à l'intérieur des animations, la section animation, vous allez retrouver le langage qui est utilisé en technologie, une vidéo d'environ 15 minutes. Fait que donc, pour être sûr que vous ayez bien le lien, je vous l'ai mis dans cette présentation. Vous allez le retrouver directement si vous tapez ce qui se trouve être juste en dessous. Là. Fait que donc, si vous me tapez ça, vous allez être capable d'accéder directement à cette vidéo de présentation qui ne peut pas être mieux faite, en fait. Fait que là-dessus, on va poursuivre avec quelques définitions. Donc, première définition, c'est quoi la technologie? La technologie, c'est un ensemble des techniques qui va nous permettre aux êtres humains de concevoir, de fabriquer, d'entretenir des objets et des systèmes qui répondent à leurs besoins puis à leurs désirs. Fait que donc, ça, c'est qu'est-ce que la technologie? Maintenant, le dessin technique, ça va être le langage qui va être utilisé en technologie qui va nous permettre de transférer cette information-là. Fait qu'autant que le français est un moyen de communiquer entre des individus, le dessin technologique, lui, le dessin technique, en fait, il va nous permettre de communiquer une idée, de communiquer de l'information en lien avec un objet qu'on va pouvoir avoir à concevoir éventuellement. Si on fait un petit retour en arrière maintenant, avec ce qui a déjà été vu en sciences et technologies en lien avec l'univers technologique et ce que vous allez avoir à voir, on regarde ici l'ensemble du dessin technique qui va se trouver à être séparé entre les différents schémas et les dessins de fabrication. Fait que si on regarde les schémas, c'est ce que vous avez vu secondaire 1, secondaire 2, hein, on a vu des schémas de construction et des schémas de principe. Fait que donc ça, c'était d'être capable de s'approprier comment ça va fonctionner, puis avec quoi ça va être fabriqué. Maintenant, dans les dessins de fabrication, là, ça va être les moyens qu'on va prendre pour être capable de mettre en œuvre une conception. Fait que donc, être capable d'avoir des dimensions exactes. Hein. Quand si on regardait au niveau des croquis au départ, ben, quand on regarde un croquis, on va dire c'est des dimensions approximatives, c'est une idée. On est en train de traduire une idée en une première image avec des approximations, avec des proportions. Mais maintenant, on est rendu avec les dessins de fabrication où les dessins ont besoin d'avoir une certaine précision pour être capable de le fabriquer. Et là, on va voir apparaître des cotations, hein, ces fameuses dimensions, comme qu'on regarde ici, le 73 mm de long et le 10 mm de large. Fait que donc, ça se trouve être des cotations qui vont nous permettre de savoir quelles vont être les dimensions maintenant exactes de l'objet. Fait que dans le dessin technique qu'on va s'approprier à partir d'aujourd'hui, ça va être ce genre de dessin-là. Maintenant, la première chose qu'on va s'approprier, ça va être justement les fameuses lignes de base qui vont nous permettre de fabriquer ces dessins techniques-là pour être capable de le communiquer, de le donner à quelqu'un d'autre ou même à soi-même dans l'éventualité où ce qu'on veut faire une conception à laquelle on a pensé, ben, va falloir qu'on commence à utiliser des
des techniques qui vont nous permettre de bien saisir comment que l'objet est fait. Fait que les lignes de base utilisées en dessin technique sont des lignes dont l'apparence et la signification sont régies par des conventions internationales. Fait que donc, on doit être capable de faire un dessin qui va être utilisé à travers la planète et que tout le monde va réussir à se comprendre sans avoir à utiliser un langage autre que le langage technique. Fait qu'ensuite, on va voir aussi qu'il y a des tracés géométriques qui vont être des figures dont l'exécution est basée sur des règles de géométrie, et c'est-à-dire l'art de tracer des lignes et des courbes à l'aide d'une règle et d'un compas. Et ces dessins géométriques-là vont encore être en mesure de nous donner de l'information supplémentaire par rapport à notre objet qu'on veut concevoir. Juste pour débuter là, avec les lignes conventionnelles, on va avoir besoin de se familiariser au premier type de dessin technique dans lesquels vous avez probablement travaillé auparavant, mais si c'est pas le cas, je vous amène. Bon, je m'excuse pour cette interruption. Fait que donc, juste comme je vous disais, pour être capable d'avancer avec les différentes lignes, on va falloir se familiariser un petit peu avec les dessins qui vont nous être proposés par la suite. Fait que donc, la première chose qu'on va voir, ce sont les projections, les vues, ou plutôt une projection isométrique. C'est-à-dire qu'une projection isométrique, c'est un dessin comme celui-ci, qui se trouve à avoir une ligne de face qui se trouve à être à 30 degrés ici. Fait que donc, elle a 30 degrés ce côté-là et 30 degrés aussi sur la vue de côté. Fait que donc, on a une vue en 3 dimensions de l'objet et la hauteur se trouve vraiment à 0 degré, là, directement vers le haut, plutôt à 90 degrés, alors que la vue de face, qui va être ici, va se trouver à 30 degrés et la vue de côté à 30 degrés. Cette projection isométrique-là, ici, va être remaniée pour être revue dans ce qu'on appelle une projection à vue multiple. Dans ce cas-là, on parle d'une projection à 3 vues, et ce sont les vues standards. Quand on parle de vue standard, ça se trouve à être la vue de face qui se trouve à être ici dans notre vue isométrique, alors que la vue de face va se trouver ici dans notre vue multiple. Et ensuite, on va avoir une vue de dessus. La vue de dessus, où ce qu'on va voir cette partie-là et cette partie-là apparaître. Fait que la vue de dessus va se retrouver ici, là. Puis finalement, la dernière vue qu'on a parmi vos 3 vues standards, c'est la vue qui va apparaître de votre droite à droite de l'objet. Fait que donc ici, ça c'est la vue de la droite, le côté droit, à droite. Maintenant, c'est ce qu'on a besoin de voir, là, être capable de s'approprier que si à partir du moment où je regarde l'objet de face, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir la première partie qui se trouve être en bas. Évidemment, je ne peux pas voir la partie où je vois les 2 cercles parce qu'elle se trouve en surface de l'objet. Fait que quand je regarde de ce côté-ci, ce que je vois, c'est la partie du bas, puis par la suite, je vois aussi cette partie-là qui apparaît, et si on regarde en tant que tel, on voit la partie du haut qui apparaît ici, et cette partie-là qui se trouve être la partie du bas. On va aller plus à fond avec les lignes qui nous apparaissent là, éventuellement, mais pour le moment, juste une première appropriation, là, c'est de comprendre ce fonctionnement-là des vues multiples. Maintenant, si on va du côté droite, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir cette première partie du bas, cette première partie du bas qui est représentée ici, dans le dessin à vue multiple. Et ensuite, l'inclinaison, évidemment, je vais être capable de la voir. Si je la vois du côté droit, je vais voir cette partie-là ici qu'on va voir et qui apparaît à ce niveau-là. Fait que donc, on a nos différentes représentations de cette façon-là. Maintenant, si je m'en vais sur le dessus et je tente de regarder qu'est-ce que je vais voir, si je regarde à partir du dessus, cette première partie-là va apparaître ici. Ensuite, la partie qui se trouve être en bas va complètement apparaître maintenant. Donc, ça, c'est la partie qu'on voit. Puis finalement, ce qu'on voyait du côté, mais qu'on ne voyait pas de l'avant, cette partie-là avec une inclinaison, elle se retrouve ici, dans ma vue de dessus. Donc, ça, c'est juste une petite introduction pour une compréhension facilitée, mettons, là, des différentes lignes qu'on va voir dans les prochaines images.
OK, maintenant, pour s'approprier les différentes lignes, je vais vous demander de vous rendre à la page 260. À la page 260, on a les lignes de base, l'ensemble des lignes de base qu'on va retrouver en design technique. En fait, ce sont l'ensemble de lignes de base qu'on va retrouver et qu'on va s'approprier au deuxième cycle du secondaire. Fait que donc, on regarde ça, on va voir la première ligne qui nous apparaît, c'est des lignes de contour visibles. Des lignes de contour vues ou lignes de contour visibles, c'est la même chose. Fait que donc, si je regarde l'objet en regardant de face, ce que je vois ces lignes-là qui se trouvent à être apparentes, ainsi que la ligne qui va monter ici. OK? Fait que donc, tout ça, ça se trouve être la représentation de ma vue de face ici. Maintenant, si je vais sur le dessus, qu'est-ce que je me trouve à voir comme ligne? Ben, je vois évidemment ce premier rectangle-là, suivi du deuxième rectangle, qui va être plus court, évidemment, parce que ça se trouve être un peu comme une hypoténuse, là. Fait que donc, je vais retrouver les lignes de contour qui se retrouvent ici, et les lignes de contour de la pente qu'on retrouve à cet endroit-là. Ensuite, ben, toujours en regardant du dessus, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir toute cette partie-là. Fait que donc, les lignes de contour qui vont s'apparenter, ça va être celle-là, ici. Et évidemment, tous les cercles vont être apparents maintenant. Fait que donc, on retrouve les différents cercles. Fait que lignes de contour visibles, ce sont des lignes qui sont larges, elles sont fortes, hein, elles sont continues. C'est une ligne continue, c'est pas une ligne pointillée. Fait que donc, ça, c'est mes lignes de contour vues. Maintenant, la deuxième ligne qu'on va essayer de se familiariser avec, ce sont ce qu'on appelle des lignes de contour cachées. Ça veut dire que, à partir de la face où ce que je me trouve à les voir, ben, je les vois tout simplement pas, ces lignes-là. Elles n'apparaissent pas. Par contre, on sait qu'il se trouve à y avoir, dans le cas de ma vue isométrique qui est ici, là, je comprends très bien qu'il y a un trou qui va se trouver à passer bord en bord, avec un autre trou qui est moins profond, qui va se trouver être fait ici. Là. Fait que donc, je le vois pas. Je suis pas capable de le voir en regardant du devant du bloc, mais par contre, je suis clairement au fait comme quoi qu'il va avoir un trou bord en bord. Fait que donc, c'est ce qu'on appelle la ligne de contour cachée. Donc, elle n'est pas apparente de la vue où ce qu'on se trouve. Fait que si je regarde en avant, qu'est-ce que je vois? Ben, je vois que la ligne de contour cachée, je suis pas capable de voir ces cercles-là qui sont en avant. Ça, c'est la vue de dessus. Mais je suis conscient, par contre, qu'il se trouve à avoir une partie qui va être bon, excusez-moi, des fois je suis fatigué là. Fait que ici c'est une ligne qui se trouve à être extrudée à l'intérieur du bloc. On a percé à l'intérieur du bloc à une certaine profondeur. Et pour informer comme quoi que c'est une ligne de contour cachée, ben à ce moment-là, on parle d'une ligne tiretée, c'est-à-dire une ligne qui est faite de tirets comme ça. Et dans la deuxième extrusion, ce qu'on voit, c'est qu'on a percé bord en bord maintenant du bloc. Et là, ça descend complètement jusqu'en bas. Fait que deuxième partie, on voit l'extrusion complète. Pourquoi qu'on retrouve des petites lignes ici, là? C'est parce que tout simplement, ça, en temps normal, on devrait dire, ben, ça devrait être comme ça, la représentation. Mais en fait, c'est pas ça du tout, parce qu'il faut se rendre compte que la partie qui est extrudée, qu'on voit, c'est cette ligne-là qui est en périphérie, qui se trouve être alentour, là. Fait que celle-là, je dois la voir, et elle est apparente ici. Elle est apparente dans cette section-là du bloc. Fait que donc, ligne de contour caché, ben, si je le regarde, ça va être une ligne qui va être moins épaisse que la ligne de contour visible, donc elle est plus fine, et aussi, ben, c'est une ligne qui est tiretée, fait que elle est composée de petits traits. Et qu'est-ce qu'elle représente? Ben, c'est des contours qui sont cachés de l'objet par les faces où ce qu'on va avoir un accès. Troisième ligne qui n'est pas représentée ici, mais ça se trouve avec les lignes de construction. C'est-à-dire que pour réaliser ces trois dessins-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par faire des lignes, soit avec une règle. Ce qu'on va avoir fait, on va avoir tiré une ligne. Là. Je vais essayer de la faire comme ça là, pour que vous la voyez bien. Je vais avoir fait des lignes. OK, comme ça. Je vais avoir tiré des lignes pour rejoindre des points centrales, là, etc. Tout ça, ce sont des lignes de construction. Ces lignes-là, en fait, devraient être très, très, très pâles. Quand vous allez travailler avec votre crayon 2H, là, ce qu'on vous demande, là, c'est que à peu près une trentaine de pouces, je ne devrais pas être en mesure de voir ces lignes de construction-là. Donc, vous pesez très faiblement sur votre crayon, de sorte à ce que moi, à une trentaine de pouces, je ne serais pas capable de le voir, mais par contre, vous, à une douzaine de pouces, c'est-à-dire à peu près une trentaine de centimètres, vous allez être en mesure de le voir. Moi, en étant debout, je regarde votre dessin, je ne devrais pas voir
voir ces lignes de construction-là qui vous ont permis de réaliser le dessin par la suite. Fait que donc, bon, je m'excuse encore une fois. Fait que donc, je poursuis. Fait que donc, on imagine que les lignes de construction sont là pour vous aider à faire le dessin. Elles sont très pâles et elles vont servir uniquement à faire le dessin. Fait que donc, très pâle, par la suite, vous allez arriver avec vos grosses lignes de contour visibles, puis vous allez représenter le dessin. Et là, à ce moment-là, on va avoir le dessin lui-même. Mais comme je vous dis, là, une trentaine de centimètres, vous devriez être en mesure de le voir. Par contre, à 90-100 centimètres, je ne devrais pas voir ces lignes les lignes de construction. Ensuite, un coup qu'on a vu les différentes lignes de construction, ben, on arrive à ce qu'on appelle des lignes d'axe. Ici, dans le dessin, les lignes d'axe ne sont pas bien représentées. Fait que donc, on va essayer l'important ici, là, c'est de comprendre qu'une ligne d'axe, ça a l'air de ça. Fait que donc, c'est une ligne qui se trouve être une ligne tiretée, hein, encore une fois, mais avec des longueurs variables. Là. Fait que donc, on va avoir une grande, une petite, une grande, une petite, de cette façon-là, tout le long de la ligne d'axe. Et quand on parle d'une ligne d'axe, ben, elles sont représentées généralement, et en fait tout le temps, sont représentées de cette façon-là. Et il y a toujours une deuxième ligne d'axe pour vous indiquer que ça fait partie d'un axe. Fait que donc, ici, là, ce que je devrais voir, c'est quand que je regarde du dessus de l'objet, la représentation ne devrait pas être comme ça, là, mais elle devrait être plutôt une deuxième ligne d'axe qui vient faire ça comme ça. Là. Okay, fait que donc, le dessin devrait ressembler beaucoup plus à quelque chose de cette façon-là, et en plein centre, évidemment, du trou, là, pas comme que je viens de vous le faire au tableau. Fait que donc, ça devrait être la représentation des lignes d'axe. Je devrais l'avoir aussi ici, là, même principe, encore une fois, des petites lignes suivies des longues, et encore une fois, dans l'autre sens, une petite, une longue, une petite, une longue, comme ça. Et voilà. Fait que donc, représentation des lignes d'axe. Maintenant, même principe, si je regarde ce côté ici, j'ai une mauvaise représentation d'une ligne d'axe, parce qu'à ce moment-là, si j'en ai rien qu'une qui est représentée, c'est pour vous montrer la trajectoire. Et là, à ce moment-là, je vais utiliser une longue, une courte, une longue, une courte. J'aurai pas deux lignes qui se croisent, mais je vais avoir une ligne d'axe qui serait uniquement verticale. Il ne devrait pas y avoir une ligne horizontale là, dans ce cas-là. Maintenant, la bonne représentation qu'on devrait retrouver, c'est celle qu'on voit maintenant dans la vue isométrique. On a vraiment les trois axes qui se retrouvent. On voit que quand je me trouve à avoir la représentation de la vue dessus, je devrais voir les deux lignes qui se croisent, c'est-à-dire celle-là et celle-là. Puis quand que je regarde de face, hein, la vue de face, la ligne ne devrait pas être comme ça, elle devrait être comme ça. Donc, c'est cette ligne ici maintenant que je me trouve à voir avec ma vue de face. Même chose sur la vue de côté, je devrais retrouver la ligne d'axe qui représente la même vue qui est ici. Fait que donc, la ligne d'axe devrait être dans ce sens-là et non pas horizontalement. Ligne suivante, maintenant, on va regarder ce qui se trouve à être les lignes de cote. Les lignes de cote, c'est pour vous donner les dimensions. Hein. On a des lignes qui sont apparentes, mais qui vont permettre d'écrire à l'intérieur la dimension de la cote. La dimension, ça veut dire la largeur, là, dans ce cas-ci, là, du bloc, qui serait de... Bon, la représentation est toujours exprimée en millimètres. Okay? Fait que donc, on devrait avoir une représentation qui serait l'équivalent de 30 millimètres, mais on n'écrira pas comme quoi c'est des millimètres, tant et aussi longtemps qu'on va rester dans cette unité de mesure-là, ou du moins, en fait, tant qu'il n'y aura pas un cartouche dans le bas de la page qui va nous indiquer autrement. Là. Fait que donc, ici, je regarde les différentes lignes de cote. Quand la dimension se prête, là, quand c'est assez large, ben les lignes de cote vont être représentées dans ce sens-là. Fait que si je regarde, je devrais avoir, mettons, 30 mm. Et je vais avoir aussi ce qu'on appelle des lignes d'attache. Les lignes d'attache sont des lignes qui vont permettre de faire un lien avec le dessin. Elles ne rejoignent pas le dessin. Il y a toujours quelques millimètres qui vont vous permettre de laisser un espace entre les deux. Fait que donc ici, là, j'ai juste voulu vous montrer comment ça fonctionnait. Si j'essaie maintenant de l'enlever pour être sûr que vous voyez bien, ça devrait ressembler à ça, là, avec une prolongation du dessin directement. La ligne, c'est une prolongation du dessin. Fait que ça, ce sont les lignes d'attache. Fait qu'on va retrouver ça. On va retrouver aussi à partir du moment où les dimensions ne s'y prêtent pas, là, si c'est vraiment trop petit, l'exemple de ça, ce serait peut-être la dimension pour essayer de démontrer la hauteur de l'extrusion qui est ici, là. Si j'essaie de vous montrer de là à là, la largeur de cette extrusion qui a été faite ici, à ce moment-là, je vais me servir d'attache extérieure, je vais le faire la même. Puis je vais avoir des lignes
de cotes qui vont être identifiées de cette façon-là. Et je vais pouvoir identifier la cote à l'extérieur à ce moment-là. Fait que donc, une autre façon de le représenter, et ce sont les lignes de cote et les lignes d'attache, les lignes qui rejoignent le dessin. Fait que ici, vous voyez là encore une erreur que j'aurais pu éviter. Quand on essaie de faire une ligne d'attache, on essaie de ne pas toucher le dessin pour ne pas le confondre avec le dessin. Fait que donc ici, encore une fois, là, mes lignes d'attache dessinées un peu mieux avec mes lignes de cote que je suis en train de faire présentement. Et voilà. Bon, pour cette partie, je vous l'ai déjà indiqué, là, à partir du moment où on met le chiffre à l'intérieur, la cote, c'est le chiffre qui va indiquer la dimension à l'intérieur du dessin technique. Et cette valeur est donnée en millimètres, à moins d'exception contraire, à moins d'informations contraires. Ici, on voit encore les différentes lignes d'attache. Ici, si vous regardez, elles sont bien représentées. Elles ne touchent pas au dessin. Par contre, ici, on a un petit problème, là, un petit peu trop près du dessin à cet endroit-ci. Fait que donc, on ne devrait pas avoir une ligne d'attache qui touche au dessin. Fait que donc, on doit se mettre un petit peu plus loin. Maintenant, pour ce qui en est des lignes de renvoi, les lignes de renvoi, c'est une ligne qu'on va retrouver comme celle-ci. Elle va être généralement mise à 30, 40 ou 60 degrés, 45 degrés aussi, possibilité. L'important, c'est qu'on voit bien qu'elle va se terminer avec une pointe, une flèche, et le but de cette ligne d'attache-là, c'est de donner une note au dessin. Donc, ça pourrait être qu'est-ce qui se passe avec les différentes dimensions. Dans un premier temps, on pourrait indiquer la dimension, mais on va indiquer aussi de l'information pertinente au dessin. Là, exemple, des couleurs, des choses différentes là, que j'aurais pas pensé mettre dans aucun des autres dessins, puis qui a besoin d'être clarifié. À ce moment-là, je vais me servir de la ligne de renvoi pour indiquer une note au dessin. Fait que c'est une ligne fine, continue, puis qui va être munie d'une pointe. Puis évidemment, il faut qu'elle soit en angle pour se démarquer justement du fait que ça ne fait pas partie du dessin, mais c'est bien une note qui va être y attachée. Bon, maintenant, la ligne de coupe ou bien la ligne d'axe de coupe. En fait, cette ligne-là, ça va être un trait fort. Hein. Si on regarde, c'est la ligne qui se trouve être en rouge ici. Fait que celle-là, ça va être un trait fort et continu, évidemment, puis muni de deux flèches aux extrémités. Puis ça me permet d'identifier le sens de la vue on veut représenter. Fait que donc, à toutes les fois, là, je vais essayer de vous amener au dessin maintenant, qu'est-ce qu'on cherche à représenter. Fait que si vous regardez maintenant dans le dessin du bas, voyez-vous, on a fait une ligne qui se trouve être maintenant coupée. Et maintenant, ça, c'est les hachures qui se trouvent à se retrouver là. Les hachures, ben, qu'est-ce que ça se trouve à être? Ça indique la surface qu'on imagine coupée. Fait qu'on imagine qu'il n'est plus là maintenant. Puis ça, c'est la représentation que je voulais avoir de l'axe de coupe. Je voulais voir qu'est-ce que ça représentait. Et qu'est-ce que je vois? Ben, je vois le matériel qui se trouve être formé et je vois les extrusions qui ont été faites dans le bloc. Okay? Encore une fois, là, les lignes d'axe ne sont pas dans le bon sens. Si on avait à identifier des lignes d'axe, elles seraient verticales parce que l'axe de ces extrusions-là, c'est une extrusion verticale, fait que donc la ligne d'axe doit être aussi verticale. Bon, ici, on voit l'ensemble des différentes lignes qu'on vient de voir. Pour être capable de ces représenter, on va voir au travers de certains dessins. Mais donc, je vous invite à y jeter un petit coup d'œil et être capable de les reconnaître facilement avant de poursuivre. Ici, maintenant, on a mentionné que pour réussir à faire du tracé géométrique, c'est quoi du tracé géométrique? C'est des figures dont l'exécution est basée sur les règles de géométrie. Fait que donc, on va avoir besoin d'instruments de dessin technique. Fait que les instruments de dessin technique, si on essaie de faire un petit récapitulatif, la première chose à voir, c'est qu'on a besoin d'un T. Hein? Le T, ça se trouve être cet instrument qui va me permettre de faire mes angles et de partir du coin de ma planche à dessin pour être capable de mettre mes différentes équerres dessus. Ici, on va avoir ce qu'on appelle une équerre 60 degrés ou une équerre 30-60, hein, une équerre qui se trouve être à 30 degrés, 60 degrés, et un autre équerre, un équerre de 45 degrés. Fait que donc, avec ces deux équerres-là, je vais être en mesure de dessiner à peu près tous les angles qui peut m'être possible de dessiner par
par tranche de 5 degrés. Fait que donc ça, c'est ce que je vais avoir de besoin. Ensuite, on a aussi des différents gabarits quelconques. Là, on va avoir des gabarits de cercle, hein, des gabarits d'ellipse, des gabarits d'écrou. Fait que donc, on a tout ça ici. Et on va avoir quelques rapporteurs, un rapporteur d'angle qui va me permettre encore des gabarits pour faire des lignes courbes ici. On va avoir aussi des règles, une règle qui va souvent être utilisée pour me donner une échelle. Fait que donc ici, on a des règles d'échelle et d'autres règles qui pourraient être utilisées pour me permettre, pardon, numéro 4 ici, là, d'autres règles qui pourraient être utilisées pour faire le dessin technique. Ensuite, quand on regarde les crayons, que ce soit un crayon ou un pouce-mine, là, ce qui est important de savoir, c'est que normalement, on n'utilisera pas ce genre de mine-là. On est habitué de travailler avec du HB, hein, 2HB, mettons, des choses genre. Mais en fait, quand on commence avec le dessin technique, on va avoir bien plus tendance à utiliser la catégorie moyenne haute et moyenne dure, je vous dirais, à partir du H et 2H. 2H, qui se trouve être un très bon compromis de dessin, à aller jusqu'à 4H, là, qui se trouve être la mine dure, début dur. Fait que donc, qui va nous permettre de faire, en fait, ça va nous éviter de beurrer nos feuilles, là, hein. On va être capable de, quand on passe notre main dessus, là, ça s'étendra pas, la feuille ne sera pas beurrée, là, tout simplement. Fait que ça vous convient, on va poursuivre maintenant. Comme je vous mentionnais, on est capable de reproduire à peu près tous les axes nécessaires sur un cercle à des intervalles de 15 degrés. Fait que donc, pour ce faire, on fait des combinaisons d'angles. Hein. Comment qu'on va faire pour le faire? Ben, si vous regardez ici, là, je me trouve à avoir un angle ici de 30 degrés et un angle ici de moins 45. Fait que si je fais 45 moins 30, le résultat que je vais avoir sur le dessus, ça va être un angle à 15 degrés. Finalement, on fait la même chose. Pour le 30 degrés, on sait qu'on a déjà un écart qui s'appelle une 30-60. Fait que donc ici, j'ai un 30 degrés. Cette ligne-là se trouve à être représentée à 30 degrés. Oups, j'avais oublié de vous le mentionner, mais le 15 degrés se retrouve ici. Je me trouve à 30 ici. Puis 45, même principe. Hein, j'ai un écart à 45, donc je vais être capable facilement, avec une seule écart, de reproduire ça. 60 degrés avec la 30-60, si je la mets debout, je me trouve à avoir un angle de 60 degrés ici. Maintenant, même principe, si je me trouve à additionner maintenant, tantôt j'ai fait une soustraction d'angle pour obtenir le 15, si je fais une addition d'angle, si je prends le 30 degrés superposé au 45, bien, je vais me trouver à avoir une ligne ici qui va être à 75 degrés. Puis finalement, bien, mes deux écarts me permettent d'avoir un 90 degrés. Je vais être capable d'avoir une ligne ici à 90 degrés. Tout ce que j'ai fait, je peux le reproduire dans les 4 cadrans. Fait que ça veut dire si je baisse ces lignes-là vers le bas, je vais réussir à avoir le moins 30, moins 45, moins 60, moins 75 et 90. Puis aussi, si j'ai l'effet miroir de ces écarts-là, ben, je vais être capable de reproduire tous les angles dans le côté positif des cadrans plutôt que dans le côté négatif des cadrans. Maintenant, il existe 3 façons de faire du dessin technique. On peut, dans un premier temps, faire du dessin technique à main levée. Tous les dessins qu'on va avoir tracés, même si ça s'appelle quand même des dessins techniques qui sont des dessins de fabrication, même si ce sont des dessins de fabrication puis que j'ai besoin des mesures précises, il est toujours possible de faire quand même à main levée des croquis pour représenter différents objets. Fait que donc, à main levée, c'est ce qu'il faut se rappeler du dessin technique qu'on appelle les croquis. Ça va être fait à main levée et ça va nous permettre d'avoir une représentation rapide du dessin. Par la suite, évidemment, ben, on va passer à d'autres choses. On peut passer soit à la représentation avec le dessin technique à l'aide d'instruments de dessin technique, c'est-à-dire dessin aux instruments, ce qu'on a vu avec les T, les équerres, etc. Ou bien on va passer au DAO, qui se trouve être le dessin assisté par ordinateur. Hein, du CAD qu'on appelle, ou de la conception assistée par ordinateur, CAD. Fait que donc, ça va être pas mal l'avenue qui est privilégiée maintenant là, dans le monde actuel. Maintenant, ici, on retrouve nos différents instruments de dessin technique. Pour quand vous allez fonctionner en classe, vous allez avoir votre T, vous allez avoir vos équerres, une règle, et évidemment, vous allez avoir besoin de votre crayon. Mais vous voyez, ce qu'on fait dans un premier temps, c'est de s'assurer qu'on va déposer notre feuille sur la table et on va s'assurer d'avoir
parfaitement une ligne à 0 degré. Un coup qu'on a réussi à faire ça, que notre feuille est disposée à 0 degré, on va se servir de l'équerre pour aller venir positionner ça directement le bord juste sur la ligne du bas. Et je vais pouvoir à ce moment-là mettre mes petites bandes de ruban à masquer de chaque côté de mon dessin technique en haut et faire la même chose en bas. Un coup que ça c'est fait, je suis prêt à dessiner et le T ne change pas vraiment de position. Le T va toujours rester sur la feuille. On n'ira pas disposer le T de cette façon-là quand on se trouve à travailler. Au contraire, on va laisser tout le temps notre T sur le côté. Évidemment, là, présentement, la représentation que vous avez, c'est que si je suis droitier, je vais mettre le T à ma gauche, mais si je me trouve être un gaucher, je vais mettre le T à ma droite pour être capable d'utiliser ma main que j'ai plus de dextérité avec pour faire le dessin. Et ensuite, je vais déposer sur le dessus, je vais me servir de mes équerres. Donc, si j'ai besoin de faire une ligne verticale, je peux venir déposer une de mes équerres directement sur le T pour ensuite mettre ma règle et disposer ma règle par-dessus et faire le trait. Donc, c'est de même que vous allez réussir à faire les différentes lignes qui sont nécessaires pour le dessin technique. Là-dessus, je vous souhaite un bon cours, premier cours sur le dessin technique.